Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live. C'est parmi, les tout derniers numéros de cette année 2021. Merci de nous refaire confiance et surtout, bonne fête de Nouvel An qui s'annonce dans quelques jours seulement. Deux dossiers nous intéressent dans ce grand live. Médias, quel impact dans la transformation positive du Congo-Kinshasa? La question mérite bien d'être posée et mérite également une réponse. Joseph Tshibangou, un confrère venu de l'ICASI, tente de réfléchir avec nous. Il croit que les médias ont un rôle capital à jouer dans la transformation de notre société, de notre pays. Et puis, le dernier dossier, ou le second de ce soir, c'est donc la RDC, diplomatie, les défis en 2022 face aux mutations dans le monde. Tout bouge apparemment avec des guerres. Des guerres que s'y livrent les grands du monde, alors que nous avons là des solutions à plusieurs problèmes. Comment est-ce qu'on va procéder? Il y a moins de jus à cause de la pandémie, à coronavirus. Oui, corona, on parle de Covid-19. Est-ce qu'il ne faudra pas diminuer le nombre de missions diplomatiques dans le monde, les missions diplomatiques du pays? Quelle stratégie? On réfléchit avec Bruno Caillois, il est expert en relations internationales, également enseignant. Les grandes lignes d'actualité avec vous, Christian Calongé, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir également à vous, merci d'être avec nous, place à l'actualité. Pour des accusations mensongères à son endroit par le quotidien namibien, Joseph Kabila, ancien président de la République, a chargé ses avocats sud-africains et namibiens de porter plainte contre ce quotidien qui diffuse des informations erronées. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit son séjour dans le Grand Kasaï, dans la province de Lomami. Félix Tshisekedi a communié avec la population, réaffirmant ainsi son engagement à améliorer les conditions sociales de la population. Puis cette triste nouvelle, Monseigneur Tshibangou Tshishikou, évêque émérite et premier recteur noir de l'université de Lovanium, actuel Unikim, et président du conseil d'administration des universités de la RDC, est décédé ce 29 décembre à l'âge de 88 ans. Il fut vicaire général ayant tous les pouvoirs sur l'archidiocèse de Kinshasa en 1991. Et puis au lendemain de la destitution du Premier ministre par le chef de l'État, la situation est tendue en Somalie. Mardi matin, des militaires lourdement armés ont été déployés dans le secteur stratégique de la capitale. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Ojokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. La charpente dressée pour le rendez-vous, le grand rendez-vous de ce soir avec l'actualité sur Télé 50. Et c'est le temps pour nous de prendre de l'envol. Le tout premier dossier de ce soir, c'est donc la diplomatie. Oui, le confrère, lui, il est dans la maison, il sera avec nous en second lieu pour parler de l'impact des médias pluriels dans la transformation positive de ce pays. D'abord, la diplomatie. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50 dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu dans le site Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma.
je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale. Je suis Marcel Benelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo. Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50. Et voilà. Kaïmo Maneno est avec nous. Bruno, bonsoir. Bonsoir Fabien. Meilleurs vœux. Merci. Oui, quelle année qui commence soit pour vous une année des succès. Merci, je souhaite le et surtout des désirs accomplis. Voilà. Merci. Vous étiez avec nous en direct. On devait faire la rétrospective, mais nous allons de manière, comme on appelle un kangourou, revenir sur les grands événements dans le monde, sur le plan diplomatique, les succès et les échecs. Nous allons plus parler de la RDC sur le plan diplomatique, les défis qui restent à surmonter, plutôt à relever en 2022 face aux mutations qui secouent le monde. Monsieur Kaïmois, alors on commence par l'année 2021 qui s'achève. Les plus grands événements, on commence par l'Afrique, notre continent. Tshisekedi Tshilombo a réussi, en tant que président de l'Union africaine, à activer la diplomatie pour l'Éthiopie, dont les rebelles tigréens viennent d'essuyer un échec. Voilà, un revers, comme on dit. Et il avait envoyé Christophe Lutundula et une délégation importante à Addis Abeba. La diplomatie a payé, ou ce sont les grandes puissances qui voulaient déstabiliser Addis Abeba qui sont revenus sur leur décision? Oui, Fabien, merci pour m'avoir invité à discuter sur ce sujet aussi important. Analyser la réalité diplomatique de la République démocratique du Congo tout au long de cette année 2021 qui vient de s'achever. Ce que je vais dire, c'est que ça, c'était une année exceptionnelle pour nous. Exceptionnelle, pourquoi? Exceptionnelle simplement parce que notre diplomatie a eu des multiples tâches, a été obligée de travailler à la fois sur des questions nationales, sur des problèmes de la République démocratique du Congo, mais aussi sur la responsabilité que la République démocratique du Congo avait vis-à-vis de cette grande organisation panafricaine qu'est l'Union africaine, que notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a dû assumer la présidence. Et donc, pour de rares fois, nos diplomates étaient à la fois obligés de travailler pour la cause congolaise, mais accompagner le président dans sa grande mission de chercher des solutions pour l'Afrique. Non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. Bien entendu. Voilà. Et donc, un des problèmes, c'est bien évidemment cette question aussi compliquée d'Éthiopie. Une question compliquée, je l'ai dit, parce que l'Éthiopie, ce pays émergent d'Afrique de l'Est, n'est pas apprécié par les grandes puissances qui ne veulent pas voir la réussite de quelques pays africains. Et donc, on a créé des problèmes au niveau de l'Éthiopie. Rappelez-vous d'abord que les puissances occidentales avaient tout fait pour qu'on puisse balkaniser l'Éthiopie. C'est ainsi qu'ils avaient réussi à retirer l'Érythrée de l'Éthiopie. Mais ils ne voulaient pas s'arrêter là parce que les Éthiopiens, malgré ces retraits de l'Érythrée, ont continué à travailler pour améliorer les conditions de vie dans leur espace. On a voulu encore retirer les Tigrés de l'Éthiopie. Et donc l'Éthiopie s'est mobilisée
pour pouvoir apporter des solutions à ce problème. Mais notre diplomatie, je dois l'avouer, avait des difficultés pour amener une solution beaucoup plus adéquate à cette question. La diplomatie éthiopienne ou la diplomatie de l'Union africaine? La diplomatie de l'Union africaine. Donc la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'en analyste de la politique internationale, je dois avouer que l'Éthiopie avait tourné les dos vers les États-Unis d'Amérique, avait tourné les dos vers les puissances occidentales. Mais nous, la République démocratique du Congo... les diplomates des pays, des grandes puissances. Est-ce que ce n'était pas un chantage pour faire changer la donne? Oui, mais la question, si l'Éthiopie, les autorités éthiopiennes avaient réalisé que dans les conflits où ils étaient emballés, les diplomates qui étaient là n'avaient joué que le rôle des sapeurs-pompiers, qu'est-ce que vous voulez en diplomatie, ça arrive toujours. Rappelez-vous de Cheikh Kitundu qui avait donné 48 heures aux diplomates de l'Union européenne. Et donc, ce sont des questions qui arrivent. Un État, lorsqu'il se sent devant une difficulté qui est créée par un autre État, ne peut que de manière unilatérale prendre décision de demander à ses diplomates de partir. Et donc la difficulté pour la République démocratique du Congo, en tant que pays qui présidait l'Union africaine, était de dire que les pays étaient soutenus par les États-Unis d'Amérique et c'est ces mêmes États-Unis qui étaient contre le pouvoir d'Éthiopie. Et donc il y avait cette frustration de la part des Éthiopiens qui n'avaient pas, je dois l'avouer, beaucoup plus de confiance envers le travail qui venait de notre côté. Et donc, les relations pourtant, entre la République démocratique du Congo... de l'Éthiopie, la présidente de la République était passée par Kinshasa pour demander donc à son homologue congolais de pouvoir rester au chevet de l'Éthiopie, tant pour le volet diplomatique dans la guerre qui a secoué donc l'Éthiopie face donc aux rebelles tigréens, mais aussi dans l'arbitrage du conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant la construction du barrage sur le Nil bleu. Oui, Fabien, les Éthiopiens, à voir la façon dont ils ont mené leur diplomatie, ce sont des gens pragmatiques. Si vous voyez comment les événements s'étaient succédés, notre président était parti en Égypte. Donc, dans le conflit sur la construction du grand barrage de Renaissance, le conflit existe entre l'Éthiopie et l'Égypte. Or, on commençait à sentir que la diplomatie congolaise penchait plus vers l'Égypte et l'Éthiopie semblait être marginalisée dans cette dynamique. Et donc, les Éthiopiens étaient pragmatiques, ils avaient dépêché leur président, ils ne voulaient pas pêcher par la politique des chaises vides. Ils se sont rapprochés de la République démocratique du Congo, mais je dois aussi l'avouer qu'ils avaient de la méfiance envers la diplomatie congolaise, parce que les indicateurs diplomatiques étaient clairs que la République démocratique du Congo semblait aller plus côté égyptien que côté éthiopien. L'Égypte et la RDC qui sont sur le continent, pratiquement, on dirait les chouchous des États-Unis. Bien évidemment. Et alors, face à cela, les Éthiopiens, oui, ils ne voulaient pas être absents sur le terrain, ils devraient être là, mais ils ne pouvaient pas aussi donner toute la confiance à la diplomatie congolaise. Mais bon, on doit quand même féliciter la diplomatie congolaise parce qu'il n'y avait pas de couac à la fin. Donc les Congolais ont très bien joué les jeux pour que jusqu'à la fin du compte, ils ont dû maintenir et à la fois les Égyptiens et à la fois les Éthiopiens autour de la table de négociation. Bruno Kayemwa, en 2021, l'année qui s'achève bien entendu, nous avons gardé vraiment le pied et sur le continent et sur le monde en étant justement sur le plan diplomatique aussi leader du continent, donc président en exercice de l'Union africaine. Et ça n'a pas été facile depuis le début du mois depuis janvier et la prise de fonctions au début du mois de février. Maintenant, nous avons été au sommet du monde, G20. Nous avons été au sommet de l'ONU sur le climat. Nous avons été
partout dans le monde, même en Israël. Alors, est-ce que nous avons bien joué le jeu? Bien, est-ce que nous avons bien en joué faveur de Kinshasa? Est-ce que nous avons profité de ce temps pour chanter pour notre propre chapelle? À l'époque de Kagame, vous avez vu comment, même s'il y a d'autres enjeux, il s'est accroché, il a continué à bénéficier des invitations pour rester sur la scène internationale. Il a fait positionner le numéro 2 de la commission de l'Union africaine. Après Moussa Faki, c'est une Rwandaise, comme Idriss Déby l'avait fait en faisant positionner Moussa Faki Mahamat. Est-ce que bientôt, là que nous allons rendre le tablier, c'est-à-dire passer les témoins au Sénégal, est-ce que nous avons vraiment joué en faveur de nous-mêmes? Bien, ce que je dois dire, c'est qu'il n'est pas facile ou il n'est pas possible à l'heure actuelle de présenter les bilans de manière beaucoup plus détaillée parce que d'autres retombées de notre présidence à la tête de l'Union africaine peut-être vont venir avec le temps. Mais il faut quand même dire une chose, il faut quand même reconnaître certaines choses, ce que nous n'avons pas réussi pendant cette période-là à placer certains Congolais à la tête de certaines organisations internationales. Donc ça c'est une des faiblesses majeures que nous avons constatées. On devrait travailler pour réussir. C'est pas à tous les niveaux. Il y a eu quand même au niveau de l'Union africaine, au niveau de d'autres structures importantes, on a fait placer des Congolais. Oui, mais ça vaut la peine quand même d'avoir quelque chose comme une liste qui va nous dire. Au niveau de Genève, le Congo a gardé une bonne place. Donc ça serait intéressant, mais ce qui est vrai, c'est que, comme j'étais en train de le dire, c'est tôt de faire le bilan de la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Mais je dois avouer que il y a quand même il y a eu certaines avancées parce que la République démocratique du Congo a dit faire entendre sa voix là où on ne l'attendait plus et elle a été présente dans de grandes réunions. Le président a été sur tous les fronts et la question de l'Est, on doit l'avouer, c'est une question qui semble avoir trouvé déjà petit à petit des lumières, mais il nous reste à concrétiser certaines choses à l'interne. Et donc, il y a un travail qui a été fait pour expliquer à l'opinion internationale ce qui se passe au pays, ce qui se passe au niveau de l'Est, mais il y a un problème encore au niveau de l'organisation interne. Donc, vous savez, vous pouvez déployer une diplomatie qui amène la voix de votre pays au niveau international, mais il faut à la fois faire un travail à l'interne pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir transformer ce qui est dit à des réalités palpables. Et donc, au niveau de l'ONU, le président a présenté à l'Assemblée générale un pays solution. Au niveau de RAM, au G20, il a présenté un pays solution au problème de l'humanité. Même à Glasgow, il a présenté un pays solution à la crise climatique. Et également, vous l'avez dit, la situation de l'Est du pays a été présentée de manière claire. C'est la continuité, parce qu'en son temps, Sékou Toundou l'a fait sous Joseph Kabila. Alors, est-ce qu'il n'y a que ça? Oui, donc je vais dire au-delà de tout ça, il y a un travail non dit qui a toujours été fait par la diplomatie. Donc je dirais notre présidence au sein de l'Union africaine aura, je vais dire, d'autres fruits peut-être après une ou deux ans. Donc quand les diplomates travaillent, il y a des réalités qui sont connues, qui sont présentées au public. Il y a aussi des réalités qui ne sont pas présentées. Mais il y a aussi certaines lectures qui peuvent être faites par rapport à quelque chose qui n'a pas bien tourné.
Et donc, ce que je peux dire par rapport surtout à ce qui pose problème, et c'est que la plupart des Congolais se présentent, ce qui devrait normalement, des points qui devraient être absolument bougés, c'est nos relations par rapport au Rwanda. Donc, on croyait, on espérait vraiment que cette présidence allait faire bouger les lignes par rapport aux relations que la République démocratique du Congo entretient vis-à-vis du Rwanda, mais les lignes n'ont pas été bougées. Donc, on a senti que après Kabila reste comme avant Kabila. Et donc, les mêmes faiblesses que présentait Joseph Kabila vis-à-vis du Rwanda sont aussi présentées au jour d'aujourd'hui. Et cette question... Vous voulez dire concrètement que le pays, le Congo, a affaire à un voisin hypocrite, qui n'a jamais été sincère avec nous, s'il se montre coopératif dans un domaine ou dans un coin. De l'autre côté, il nous donne des coups comme ce qui se passe aujourd'hui à Fizi. On parle de Manika, ou ce soi-disant rebelle Manika avec les voisins derrière. On cite le Burundi, on cite également le Rwanda qui n'est pas sincère avec nous. Et sur ce plan, vous pensez que la présidence de l'Union africaine devait trouver des solutions? Bien évidemment. De quelle manière? On s'attendait que la présidence de l'Union africaine, donc notre présidence, le président, profite de cette présidence pour parler directement aux forces qui soutiennent le président rwandais. Parce que le petit Rwanda n'est pas seul. Derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances. Et alors, notre mandat au sein de l'Union africaine devrait plus s'atteler pour déconnecter Kagame de ces grandes puissances qui l'appuient. On a senti à la fin de ce mandat qu'un grand travail n'a pas été fait pour déconnecter. Donc, Kagame reste égal à lui-même. Et je crois sincèrement que cette question continuera à plomber le mandat du président de la République parce que son mandat sera plus jugé par rapport à cette question de l'Est au moment où on sait que le pays le plus têtu, le pays qui tue, le pays qui pille, le pays qui cause beaucoup de tort, c'est le Rwanda. Et le président a été trop doux avec le Rwanda au moment où il devrait profiter de la présidence. Il a été clair tout au début, il n'a pas changé. Il a rappelé ça en langue nationale, en Tchoulouba, aux habitants de Kenankuna. Il dit, il ne vient pas pour la guerre. Il ne vient pas pour la guerre. Si vous l'attendez dans l'option de la guerre, il ne vient pas pour la guerre, mais il vient pour que on sente que dans les Grands Lacs, on veut tourner la page, même si le voisin n'est pas sincère. On parle du voisin rwandais, mais est-ce qu'il a changé? Oui, mais par rapport à ce qu'il avait promis avant? C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, nous, on s'attendait que le président travaille plus avec cette opportunité de l'Union africaine pour résoudre définitivement la question rwandaise. Et donc, je reste optimiste. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait que nous, on n'a pas encore eu des échos. Mais les mandats, si vous posez la question aux internationalistes, aux politiciens, ils vous diront qu'on s'attendait plus voir la République démocratique du Congo prendre de l'ascendance sur le Rwanda. Mais nous n'allons pas pour autant dire qu'on reste sous les bottes des Rwandais, mais la question rwandaise reste au cœur des préoccupations des Congolais. Donc il faut que le pays et le pouvoir de Kinshasa soient à mesure de résoudre définitivement cette question-là et de démontrer aux Rwandais qu'ils ne doivent pas venir chez nous faire leur promenade de santé. Et donc cette question, c'est une des questions qui a posé de sérieux problèmes tout au long de ce mandat. Et les gens s'attendaient qu'avec ce mandat, la République démocratique du Congo allait en profiter pour amener une réponse définitive à la crise de l'Est. Alors, qu'est-ce qui explique pour vous cette agitation du Rwanda? Très agité par ce temps qui court depuis que les frappes conjointes RDC, Ouganda sont faites ou dirigées contre les ADF
qu'est-ce qui les pousse à s'agiter, le régime de Kigali, se plaçant derrière Manika pour activer cette affaire de habitants de Fizi. Qu'est-ce qui les pousse à s'agiter ainsi? Il y a une réalité, Fabien, c'est que la paix à l'Est aura comme conséquence la fin du régime monoethnique rwandais. Et donc, le pouvoir rwandais est conscient de ça. Et il faut que nous puissions déployer suffisamment d'efforts pour apporter solution à cette question-là. Et par rapport à cette question-là, le gouvernement que nous appelons des warriors, s'il y a une faiblesse que ce gouvernement a, c'est cette incapacité d'apporter une solution. Nous sommes en contact avec la population de l'Est. La population veut qu'au cœur de la préoccupation du gouvernement soit placée la crise de l'Est. Moi-même, je suis professeur d'université. Je peux dire qu'une de mes préoccupations, ce n'est pas qu'on améliore les conditions comme on est en train de dire. Si le président n'est pas en mesure de résoudre la question de l'Est, sincèrement, je ne vois pas. Donc, il peut ne pas résoudre la question, par exemple, du corps professoral, mais s'il réussit à résoudre la question de l'Est, je vais applaudir pour lui. Donc, c'est une urgence qui doit être travaillée. On doit voir, par exemple, des responsabilités et avec qui on doit pouvoir travailler sur ces questions extrêmement sensibles. Alors, la question de la paix dans l'Est est complexe. L'ennemi, je ne parle pas de l'adversaire, l'ennemi du Congo et des Congolais, les pilleurs de ces ressources, travaillent avec, entre guillemets, des filles et des fils du Congo. Les hypocrites ou les affairistes au service des multinationales avec le Rwanda. On sait ce qui se passe. Même ceux qui se transforment en bombes humaines. Il y a aussi ce volet, l'armée l'a dit hier, au niveau du Sud Kivu. L'affaire des Fizi, l'instabilité là-bas. Il y a des Congolais qui sont des mèches avec les voisins. Derrière les Manika, on parle du Rwanda et le Burundi qui s'active aussi. Alors tout le monde s'agite et le Rwanda dit, oui, l'Ouganda entre, mais nous avons des grosses affaires au Nord Kivu. Vous l'avez suivi. Alors, Tshisekedi seul, un homme miracle qui doit commencer à entrer dans les têtes des Congolais, les changer. Il n'est pas seul, Fabien. Le président de la République n'est pas seul. C'est lui le garant de la nation. On lui demande de s'impliquer à fond sur une question, c'est la question de l'Est. Je crois que sur cette question-là, si vous posez même la population, nous qui sommes en contact avec, de manière continue avec la population de l'Est, on veut des signaux forts au président de la République. Quels signaux, par exemple? J'étais en train de parler avec la population mettre la croix sur le volet diplomatique. J'ai parlé avec la population. Et en découdre avec ces délinquants. Laissez-moi vous dire, j'ai parlé avec la population de Goma et d'Imanyama. Ils m'ont posé juste, par exemple, une petite question. Pourquoi le président de la République avait fait recours à un retraité pour le prendre comme ministre de la Défense? Des questions comme ça. Quand vous voulez vous engager dans une question aussi importante que celle de mettre la fin à une guerre, on doit chercher une personne qui a suffisamment d'énergie, qui va disponibiliser son temps pour y travailler. Donc, la population de l'Est, à dire vrai, dit qu'il doit y avoir un remaniement, le ministre de la Défense doit partir. Le vieux est fatigué, il faut le remplacer par une autre personne. Il y a des questions, c'est parmi les questions les plus importantes. Et si je dois aller même plus loin, je parlais avec une personne qui me disait que la population est complète. Nous, on est en contact avec la population. On me dit, est-ce que le président de la République ne peut pas nous chercher un ministre de la Défense qui doit l'accompagner dans ce... On l'a même comparé avec ce que Nicolas Kazadi est en train de faire. Oui. Les gens sont contents du ministre des Finances. Voilà. Le travail qu'il est en train de déployer. Pourquoi ne pas trouver un jeune avec suffisamment d'énergie et chercher des généraux qui vont l'accompagner dans cette... Parce qu'on est pratiquement dans un moment où le pouvoir de Kigali est aux abois. Il faut intensifier les actions. Il ne faut pas avoir
un retraité qui n'est pas à la hauteur, capable de travailler pendant plus de 24 heures, 36 heures sans pouvoir dormir. Alors, mais que ferait un jeune ministre de la Défense et des anciens combattants? Ils sont là, ils sont nombreux, les jeunes pleins d'énergie. Oui. Que ferait-il face à l'hypocrisie de l'Est? Les affaires, la complicité avec des Mouamis, complicité des Mouamis, complicité des acteurs politiques, complicité, l'hypocrisie de jeunes gens au service, soit le matin on est de l'autre côté, le soir on est de l'autre côté. Est-ce que ferait le jeune? Nos services de sécurité ne connaissent pas les hypocrites. Mais écoute, moi je suis même en mesure de vous dire que tel ministre qui est dans le gouvernement, c'est un hypocrite, il ne devrait pas être là. Mais si on le dit sur le plateau, ça va poser problème. Donc les hypocrites au niveau de l'Est sont connus. Il faut que le président de la République, en tant que garant de la nation, s'implique pour mettre à côté ces hypocrites, ces vagabonds politiques qui, ils étaient avec Kabila, aujourd'hui ils sont en train d'affilier pour aller vers lui afin de pouvoir chanter les Djalélo. C'est la responsabilité du président de la République. Il ne sera pas jugé sur base des poissons, des Saint-Charles qu'on est en train de distribuer pour les festivités. Mais la question de l'Est va être une question au cœur ce n'est pas parce que les armes crépitent à Fizi ou à Béni, c'est pas parce que certains, entre guillemets, Congolais se transforment en bombes humaines qu'on doit priver au ventre son droit ou ses droits. Je crois que à ce point, il faudra relativiser. On finit avec 2022. On a beaucoup de missions diplomatiques à travers le monde, d'autres infructueuses. À Kigali, on n'a même pas. On a une dame chargée d'affaires, ça fait plusieurs années, alors que Karega est très actif ici. Alors, fusionner certaines missions diplomatiques en les réduisant, et puis mettre beaucoup de moyens logistiques et financiers à la disposition des diplomates et revoir, c'est-à-dire réactiver leurs capacités, les renforcer pour qu'ils deviennent plus actifs, ou qu'est-ce qu'il faudra faire? Laisser les missions telles qu'elles sont nombreuses? Il faut assainir les missions diplomatiques et il faut déployer les gens qui ont les compétences nécessaires pour travailler dans ces missions-là. Et donc, il faut fusionner certaines missions et il faut réduire parfois même le nombre du personnel. Et en même temps, il faut chercher des gens qui comprennent bien les enjeux des zones où ils sont envoyés. Il ne faut pas envoyer des gens juste pour pouvoir se débarrasser de certaines personnes, parce que ça, c'est la réalité politique en République démocratique du Congo. Vous voulez vous débarrasser d'un politicien, vous l'envoyez dans une mission diplomatique pour qu'il aille se reposer là-bas. On ne doit pas envoyer des gens pour qu'ils aillent se reposer dans une mission diplomatique. On doit envoyer des gens pour qu'ils aillent travailler pour la cause congolaise là où ils vont. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important d'assainir les milliers diplomatiques, de donner les moyens nécessaires à ces missions-là, afin que la République, la diplomatie congolaise puisse travailler de manière active pour le bien-être de ce grand et beau pays. Voilà, je comprends que, voilà, comme on dit, Makila, hein, le sang, comme on dit, Machakoumeno, on sent que le sang congolais parle. Vous voulez un peu des actions musculées contre le régime cynique de Kigali. Et voilà, donc on sent qu'au-delà de la science, il y a un cœur qui bat pour le Congo. C'est tout à fait normal. Nous saluons le départ d'un grand, Tshibangou Tshishiko, Tarsis, vous l'avez suivi? Oui. Président du conseil d'administration des universités, recteur honoraire de l'Ovanium. Pour les universités congolaises, nous ne pouvons que saluer ce grand baobab qui vient de nous laisser aux universitaires congolais de suivre cet exemple. Et voilà, Tshibangou Tshishiko Tarsis, dans l'au-delà depuis aujourd'hui à 88 ans, donc un grand
est parti, voilà, au niveau de l'issue. Monsieur Kay, moi je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui, très à l'aise en espagnol. Donc vous êtes également l'enseignant au niveau de l'Académie diplomatique. Hein? Oui. Et voilà, donc merci pour votre franchise. Merci. Dans quelques instants, notre confrère Joseph Tshibangou, avec lui, on parle des médias. Quel impact dans la transformation positive de ce pays?